Tom et Damien sont deux Canadiens qui ont acheté un château qui s'appelle le château de la Borde, mais qui est plus communément appelé le château Poséidon. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai eu la chance de pouvoir leur parler après avoir tourné l'émission avec eux, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube principale de ce château. J'ai donc eu la chance d'échanger avec eux et de leur poser des questions, les questions qui ont été posées par notre communauté, par les membres de ce château. Et vous avez l'occasion aujourd'hui de découvrir en exclusivité cette interview avec Damien et Tom. Bon visionnage à tous et à bientôt. Ça fait vraiment plaisir de les accueillir. Bonsoir Damien, bonsoir Tom et bienvenue sur Château. Bonsoir, Bonsoir Olivier. Ravi que vous nous accordiez un peu de temps pour parler de votre super projet. Justement, si vous pouviez nous en dire deux mots et on va avoir l'occasion d'échanger ensuite pendant les questions-réponses. Tout à fait. Alors, bonsoir à tous. Donc, Thomas et moi avons acheté un château au nord de l'Indre. C'est un château qui est abandonné depuis presque 40 ans. Et c'est un château qui a été construit par un architecte qui s'appelle Alfred d'Auvergne, qui est un architecte qui a fait beaucoup de monuments dans l'Indre et qui a aussi travaillé dans le cabinet, qui a terminé l'Arc de Triomphe à Paris. Donc, c'est assez connu. Et voilà, ce château a été construit en 1860 jusqu'en 1864. Et puis, vous allez voir toutes les surprises qu'on peut y trouver. C'est vraiment un château dans son jus. Abandonné depuis 40 ans, nous, on l'a découvert via des gens qui faisaient de l'urbex. Donc, c'est comme ça qu'on a fini par voir un peu l'intérieur puis avoir un coup de cœur pour ce château magnifique. Et ben oui, on a eu les clés il y a seulement quelques semaines, 4 semaines. On a déjà commencé le travail dessus. Il y a énormément à faire, mais on est très excités de pouvoir partager. Première question pour vous, Tom et Damien. Est-ce que vous possédez des archives, des photos anciennes de l'intérieur en bon état ou des documents historiques? Question de Florent. Alors, vous avez beaucoup de chance parce qu'on a reçu aujourd'hui un document qui vient de quelqu'un qui travaille pour les archives et qui nous a envoyé un document justement avec pas des photos de l'intérieur. Ça, on n'a trouvé absolument aucune photo de l'intérieur à aucune époque. Et par contre, on a trouvé des photos aériennes à travers le temps et certaines cartes postales également. Donc, on peut vous montrer ça si vous voulez. Bien sûr, avec plaisir. On peut partager l'écran et vous montrer un petit peu. Attendez. Partager l'écran. Il faut que je trouve le... Attends, ici. Voilà. Alors, ça, c'est une carte postale du 20e siècle. Donc, on ne sait pas exactement la date, mais vous voyez qu'il n'y a pas le gros buisson qu'il y a en ce moment, tout le lierre qui est sur l'escalier. On va dégager ça aussi. On a trouvé une belle étiquette de fromage parce qu'il y avait une fromagerie, en fait une laiterie qui était dans les bâtiments annexes dans les années, je pense que c'était quoi, 50 on avait vu? Oui, exact. Dans les années 50 ou un petit peu avant. Et puis donc, cette étiquette de fromage date de cette époque. Mon oncle a eu de la chance. En fait, moi, j'ai trouvé exactement cette étiquette de fromage sur eBay. Donc, c'est quelqu'un qui avait collectionné cette étiquette depuis je ne sais pas combien d'années et il la vendait. Et puis, j'en ai trouvé, il y en avait une. Donc, ça, je l'ai acheté pour les archives du château. Génial. Et ouais, donc c'est très cool. Ça ici, ça montre en fait c'est pas à nous, donc c'est moins intéressant. Par contre, ça, c'est une autre photo du château. Donc, vous voyez, il écrivait la Borde en un mot à cette époque. Donc, j'ai vu à travers les autres questions que quelqu'un demandait est-ce que c'est le château de la Borde ou Poséidon, mais c'est le château original du château. Le nom original du château, c'est bien la Borde. Mais maintenant, ça s'écrit en deux mots. Et on expliquera pourquoi Poséidon un peu plus après. Ça, c'est une autre photo. Et puis, donc, ça, c'est une photo qui est très intéressante parce qu'on voit la tour qui est devant le château, à quoi elle ressemblait il y a à peu près une centaine d'années. Génial, avec la cheminée. Oui, elle est très, très mignonne. Et puis, on veut la restaurer, la rénover pour qu'elle revienne comme ça et éventuellement mettre une piscine pas trop loin autour. Donc, que ce soit notre petite cuisine d'été et puis qu'on ait une chambre en haut éventuellement peut-être. Super. Voilà, ça, c'est une autre photo. Et puis, j'ai quelques photos aériennes qui sont assez intéressantes. Donc, ça, c'est une vue aérienne de 1949 qui est très différente de maintenant. Je vais zoomer un petit peu. Donc, si vous avez vu sur le vidéo,
ça, c'est l'allée. En ce moment, il n'y a plus aucun arbre, malheureusement. Donc, il y avait une belle allée d'arbres ici. Tout a été rasé. Et vous voyez tous les bâtiments qui sont autour ici. Donc, nous, tout ce qui nous reste, c'est la petite maison qui est à peu près là, Ouais, qui n'était pas là. qui était pas sur le plan à l'époque. Mais tout le reste a été rasé. Donc, c'était des grandes écuries, des grandes dépendances, et tout a été rasé dans les années, fin des années 80. Et on sait pourquoi? Oui, vas-y. Les vendeurs, en fait, les propriétaires précédents avant nous voulaient transformer leur terrain en terrain de golf. Donc, ils voulaient conserver que le château pour l'accueil du golf et en faire un terrain de golf. Donc, ils ont mis à terre toutes les écuries. Malheureusement, leur projet a arrêté là. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à terre les écuries et le projet est mort. Le château est devenu abandonné pendant 40 ans et nous, on le reprend. Mais oui, il y avait des énormes écuries. On a vu quelqu'un qui posait une question justement parce que c'est très commun, les domaines équestres dans la région. C'était gigantesque. On voit la superficie par rapport au château. On est à 2-3 fois la grosseur, mais malheureusement, il n'existe plus rien. Alors, c'est très dommage, mais en même temps, je ne pense pas qu'on aurait eu assez de vie à deux pour tout restaurer. Non. On en a beaucoup avec le château, donc on va commencer par là et après ça, refaire aussi les jardins parce qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Oui. Ça, c'est une vue de 1959. Donc, on voit qu'ils ont coupé des arbres ici, qu'ils ont fait un champ. Ensuite, ça, c'est une vue de 67. Donc, il y avait un champ ici et un champ là, mais il y avait des arbres ici quand même. Maintenant, on voit bien la maison. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a la maison qu'on est en train de restaurer et puis toutes les écuries qui ne sont plus là, avec des jardins un peu devant le château, hein, ici. On voit qu'il y a une allée qui descend vers le potager. Donc, tout ça n'existe plus. Et puis, ici, on voit en 1985, c'est la dernière photo aérienne qu'on a, où tous les arbres ont été rasés. Il n'y a plus aucun arbre, il n'y a plus aucune allée d'arbres ici. Et puis, après ça, les écuries ont disparu après. Et ils ont laissé quand même la maison. Ouais. Ils ont laissé la maison, ils ont laissé le hangar qui est en métal ici également. Donc, on a deux bâtiments. Ah, ben vous voyez ici, en fait. Ça, c'est en 60. Ah, je pense que c'est la mauvaise date. Je pense que c'est 87. Mais là, on voit qu'il n'y a plus rien. Donc, tout ça a été rasé. Il ne reste que le hangar et la maison de gardien. Et donc, il n'y a plus d'arbres. Ils ont mis tout à nu. Donc, c'est vraiment dommage. Mais il faut qu'on replante et qu'on fasse le plus possible après nous-mêmes. Et quelle surface vous avez là, par exemple, sur le plan? En tout, comme surface, nous, on a 14,7 hectares. Donc, si on regarde vraiment ici, Oui. on a vraiment cette surface-ci. Tout est dans les murs, en fait. Ce sont des murs en pierre qui font de totalité le tour, l'arrière, la forêt. Mais au bas, c'est une petite rivière qui va rejoindre le Fouzon qui vient délimiter notre terrain. Donc, on est vraiment tout ce carré-là ici. 7 hectares de terrain, 7 hectares de forêt, 7 hectares de terrain ouvert. Oui, c'est ça. Ouais, donc, vous avez une belle surface quand même. Vous êtes bien là, vous êtes bien en place. Oui. Ouais, super. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ces documents. C'est très intéressant. Oui. Et justement, par rapport au jardin, je passe un peu du coq à l'âne, mais pas directement aux questions qui sont posées, mais j'ai vu une question par rapport au jardin. Est-ce que vous avez prévu de faire un jardin justement un peu structuré ou pas? Est-ce que c'est dans les plans pour le futur, ça? Oui, parce que mon cousin, en fait, est architecte paysager. Donc, il est venu il y a 3 semaines, même pas 2 semaines, pour faire des plans, justement, des jardins futurs. Donc, on va avoir certains jardins à l'anglaise un peu plus fous et puis des jardins un petit peu plus structurés, donc à l'avant du château, qui va vers la tour et donc vers la piscine aussi. La future piscine. Et puis, éventuellement, dans 5 ou 10 ans, on aimerait beaucoup avoir une fontaine. Donc, on va recréer l'allée d'arbres pour aller vers le château. Et au bout de cette allée d'arbres-là, on aimerait beaucoup mettre une fontaine. D'accord. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait cette allée qui permet de rejoindre le château. Mais en fait, le devant du château, il est sur le côté, en fait. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'on sait pourquoi? C'est un peu étrange, non?
En fait, le château est bâti plein sud. Donc, la façade devant, nous, on arrive, pour vous situer, l'allée est ouest, mais la façade travaillée, celle avec les vitraux, est plein sud. Et on l'a vu en étant nos premières journées au château, c'est très, très simple. Ça fait qu'il y a du soleil toute la journée dans les vitraux qui viennent frapper à différents angles parce qu'on est vraiment en 3 dimensions. Donc, le travail est magnifique, les lumières sont magnifiques et on peut voir. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le château est vraiment positionné au sommet d'une colline et que donc, on voulait que la vue du château soit plutôt sur la plaine qui donnait même avec la rivière à l'époque, plutôt que simplement sur l'entrée. Donc, ça semblait être assez voulu. Mais oui, le château plein sud, les vitraux semblent vraiment avoir été au cœur de la décision architecturale et de l'orientation. Et ça donne 2 surprises parce que quand on rentre, c'est pas mal. Le château est quand même assez bien fait pour qu'on ait l'impression, est-ce que c'est ça la façade? Et puis finalement, on tourne et on voit, OK, il y a une façade beaucoup plus travaillée côté sud. Intéressant. Et il y a Laurent qui demande, ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'on est sûr que le château n'est pas atteint par la mérule, ce champignon qui touche pas mal de châteaux? On est sûr. On est sûr parce qu'on a fait les tests, bien qu'on n'était pas en région de mérule. On ne voulait pas s'embarquer dans une aventure comme ça sans avoir été plus catholique que le pape, on devrait dire. Donc, on a vraiment fait plus de diagnostics, plus d'évaluations. On a fait ouvrir des murs, des prélèvements pour voir, parce que c'est un château qui a été abandonné aussi et il n'y a pas de mérule. Il y a eu quelques entrées d'eau qui vont demander du travail. Il y a quand même un travail de décontamination à faire à 1 ou 2 endroits, mais ce sont des endroits locaux et on a vérifié, la structure n'est pas atteinte, on parle vraiment superficie. Donc, pour nous, c'était, puis je l'ai mentionné dans la vidéo, le toit sec. On ne voulait pas s'en aller dans une guerre de structure, donc on va toucher du bois parce que tout ce qu'on a ouvert est vérifié jusqu'à maintenant. Bien qu'on n'était pas dans une région de mérule, c'est Damien qui a insisté. On a fait les diagnostics de mérule à nos frais pour s'assurer qu'on s'embarquait dans tout ça, l'esprit tranquille. Parce que justement, on a vu un autre jeune couple sur Instagram qui avait acheté un manoir en Normandie et qui ont découvert après avoir ouvert les murs qu'il y avait de la mérule. Et justement, ça a été la catastrophe. Et puis, ils avaient beaucoup, beaucoup d'abonnés sur leur compte. Et puis, du jour au lendemain, le compte a disparu. Donc, on ne sait pas s'ils ont vendu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, nous, ça nous a. J'ai dit, il faut qu'on fasse ça absolument. Donc, on a vraiment poussé pour faire ça. Ouais, vous avez bien fait. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de châteaux, mais j'avoue que j'ai été impressionné par la qualité comme c'est sain, la structure de la charpente, c'est vraiment impressionnant. Donc, pour ça, c'est vrai que vous avez l'air vraiment tranquille là-dessus. Ça, c'est énorme. Ouais. Il y a une autre question, rien à voir, de Michel, qui demande, vous parlez des événements. Est-ce que vous pensez au mariage ou à d'autres types d'événements? Et est-ce que vous prévoyez une activité chambre d'hôte? Alors oui, pour mariage, oui à tout en fait. Donc mariage, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, c'est vraiment la priorité, je pense. Après ça, événements, séminaires et tout ça, évidemment, on aimerait beaucoup faire ça aussi. Éventuellement, on aimerait peut-être construire une salle qui est plus comme une verrière. Donc, comme on voyait dans le temps, une orangerie vraiment en métal très travaillé avec du verre et tout ça, donc près du château. On a déjà montré à la mairie les plans et tout ça, puis ils trouvent que c'est très bien. Donc, c'est pas tout de suite parce qu'on s'attaque à la maison et au château au début et on va avoir une tente pour les mariages. Mais dans le futur, une fois que les événements vont bien, les mariages vont bien, on va pouvoir construire ça. Et ensuite, chambre d'hôte, on prévoit peut-être avoir quelques chambres pour les chambres d'hôte entre le mois de mai et le mois d'octobre. Donc, ce ne serait pas toute l'année. Ça serait à peu près 5-6 mois par an. Mais oui, c'est aussi quelque chose qu'on prévoit faire. Puis la maison, c'est un travail que nous, actuellement, on est en train de restaurer la maison de gardien. Notre objectif, c'est que cette maison-là soit disponible. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir rester au château, peut-être un petit peu plus longtemps qu'un simple 2 ou 3 nuits, bien, ils auraient la maison pour être dans un séjour un peu plus long terme. Ouais, d'accord, ouais, intéressant. Et là, justement, il y a le modèle économique, j'allais dire le business model, vous l'aviez déjà pensé et ça faisait justement, parce que Damien l'évoque dans la vidéo, qu'il y avait besoin d'avoir une grande salle pour faire accueillir du monde, mais vous parliez surtout, enfin,
pas mal de vos amis, faire des réceptions un peu privées, mais est-ce que ça rentre en ligne de compte aussi au moment de l'achat ou c'est vraiment l'achat coup de cœur et le business, c'est secondaire? Non, on n'avait pas le choix d'avoir en fait un modèle économique qui va. Un Viable. château va demander énormément d'argent maintenant, mais c'est à tout jamais aussi, c'est constamment. Donc, pour nous, on sait très bien qu'il faut une activité économique au château pour permettre au château de subvenir à ses propres besoins. Donc, ça a toujours été ça. Pour nous, le mariage, c'est vraiment on le savait depuis très longtemps qu'on voulait célébrer ça. On trouve que c'est des magnifiques moments dans une vie, puis d'avoir l'honneur de partager sa maison pour que ça soit le lieu pour d'autres personnes. Je pense qu'il n'y a pas plus grand honneur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, partager ce lieu-là aussi qui est magnifique. Donc, ça, c'était au cœur. Puis ensuite, on s'est dit, il y a d'autres choses. Il y a des gens qui nous ont écrit, qui ont dit, moi, je voudrais rester. Je me suis déjà marié, mais j'aimerais quand même ça venir rester. Donc, c'est là que le modèle Chambre d'hôte aussi pourrait en faire partie. C'est sûr. Et puis, il y a aussi tout le côté entreprise aussi qui peut être intéressant, qui recherche toujours des lieux atypiques. Et c'est vrai que ça peut être une piste intéressante aussi en termes de revenus éventuels. Une autre question de Cécile. Est-ce que vous avez, moi je la transforme un peu la question, mais est-ce que vous avez une formation d'historien ou d'architecte ou de restauration ou c'est juste, entre guillemets, la passion qui vous anime et qui vous guide pour le moment? Oui, mais on est ni historien, ni architecte. On est un peu fou, ça oui. Et puis, on a beaucoup de volonté et de passion. Et c'est vraiment quelque chose qui nous fascine les deux. Moi, depuis que je suis très jeune, les châteaux. Et puis, Thomas et moi, on est ensemble depuis 15 ans et ça doit faire 10 ans qu'on en parle. Donc, ce n'est pas un projet qui est récent. C'est un projet auquel on a pensé depuis longtemps. Et oui, non, c'est vraiment un projet de vie. Donc, c'est pas quelque chose relié à notre formation, mais on veut y arriver ensemble et je pense qu'on va y arriver ensemble. Il n'y a pas de raison. Une question d'Hervé. Quand pensez-vous pouvoir vivre dans les premières pièces rénovées du château? Quelle est votre timeline? C'est quoi l'idée? Hervé, très bonne question. En fait, j'aurais tendance à dire qu'on vise l'été prochain pour rentrer au château. Donc, les phases de rénovation actuellement, c'est la maison de gardien pour pouvoir y rentrer avant l'hiver. Et ensuite, y vivre pendant qu'on aménage ce que j'avais montré dans la vidéo un peu qui était la phase 1, donc une chambre, une salle de bain, une cuisine, qu'on puisse y vivre. Notre objectif, ça serait de rentrer là à l'été. Pour rendre la maison disponible aussi, pour que des gens viennent partager rapidement le lieu, puis qu'on puisse nous profiter du château tranquillement. Donc, l'été 2026, ça va venir rapidement parce que je vois à quel point l'été 2025 passe vite, mais oui, c'est l'objectif. Mais ça ne veut pas dire que tout le rez-de-chaussée va être fait à l'été 2026, pas du tout. Mais on va essayer de déménager dedans et d'avoir quelques pièces de prêtes. Génial. Et c'est une question de Florent, est-ce que vous avez le soutien de la mairie et des villageois qui voyaient pendant des années dépérir le château? Et qu'est-ce que vous avez comme retour pour le moment? En fait, je chercherais un bon superlatif pour dire à quel point c'est extraordinaire le soutien qu'on a de la mairie. Ça nous a vraiment surpris. Le maire, j'étais avec lui aujourd'hui encore, puis il nous aide pour regarder même au niveau parce qu'on est en zone naturelle, il veut nous aider pour qu'on puisse faire de l'événementiel sans avoir trop de difficultés. Quand je vais à la mairie, il nous aide, il nous sort des cartes, des archives. Les voisins nous donnent des histoires, sont venus nous remettre des noms des premiers propriétaires et tout. On a un accueil extraordinaire dans la communauté. Ouais. Hier, on avait un article dans le journal La Nouvelle République qui a paru pour notre aventure et d'autres gens sont venus, se sont présentés, des voisins qui ont dit si on peut vous aider. Tout le monde de la communauté a vu depuis 40 ans ce château dépérir. Donc, beaucoup de gens plus vieux que nous l'ont connu peut-être à sa fin, puis maintenant l'ont vu dépérir. Les gens plus jeunes que nous ne l'ont connu qu'abandonné. On a croisé un couple qui marchait dans notre allée un jour, puis on s'est arrêté, puis on a dit est-ce qu'on peut vous aider? Puis ils ont dit nous, ça fait 30 ans que tous les soirs, notre marche d'après le dîner, c'est descendre l'allée de votre château. Et c'était à personne, mais il dit mes enfants ont appris à faire du vélo ici et tout. Donc, on a vraiment des belles histoires. La communauté répond bien. Ils sont là pour nous aider.
la ville est venue nous porter une benne à ordures qui coûte entre 600 et 1000 euros par mois en location pour des gravats de rénovation. Ben, moi, ils sont venus me l'apporter parce qu'ils ont dit à la ville, on n'en a pas besoin, on vous l'apporte, vous l'utilisez. Gratuitement. Gratuitement. Donc, c'est extraordinaire le soutien qu'on a. Puis, les gens veulent vraiment que ça fonctionne. Et pour nous, ben, ultimement, ça nous fait croire encore plus au projet de voir qu'il y a ce support mutuel. C'est sûr, c'est motivant, c'est motivant. Et d'ailleurs, par rapport au support et au soutien, est-ce que vous pensez pouvoir obtenir des fonds importants dans les 10 années à venir pour faciliter les restaurations? Notamment, je pense à la Fondation du patrimoine ou à d'autres structures peut-être plus locales ou régionales pour soutenir votre projet de restauration, même si je crois que votre château n'est pas classé. En effet, il n'est pas classé. Par contre, juste dans les derniers jours, on a eu le maire de Châteauroux qui nous a écrit, qui, lui, connaît très bien tout ce qui a rapport avec la Fondation du patrimoine. Donc, il va essayer de nous aiguiller, nous épauler dans l'application d'un projet pour qu'on puisse, après, peut-être avoir des fonds. On ne s'attend pas à des centaines de milliers d'euros, mais toute l'aide qu'on peut avoir va nous aider dans notre projet. Chaque euro compte. Donc, oui, chaque euro compte vraiment. Donc, comme on a une très belle tour qui est assez vieille, hein, qui est apparemment de l'ancien château qui est devant le château et qui menace de s'effondrer, on espère vraiment pouvoir la sauver le plus tôt possible. Et après ça, c'est tout l'intérieur du château, évidemment, à refaire. Donc, on se croise les doigts que notre dossier qu'il y ait des gens qui soient charmés par notre projet et qu'on puisse récolter certains fonds. Donc, oui, Ouais. on se croise les doigts. Aucun doute là-dessus, et notamment effectivement pour la tour qui semble l'élément en péril, entre guillemets, et qui est le genre de projet qui peut intéresser davantage encore la Fondation Ouais. du patrimoine. Encore une autre question de Florent. Pourquoi le nom de Poséidon, justement? On l'a évoqué, mais on n'a pas été dans les détails. Peut-être si vous pouviez nous expliquer pourquoi le passage de Laborde à Poséidon et pourquoi vous avez, entre guillemets, choisi Poséidon plutôt que Laborde. Ouais, vas-y. Ben, en fait, il y a plusieurs volets à cette réponse. Tout d'abord, on en a parlé un peu, mais le nom Château Poséidon a été le nom donné par la communauté urbex au château. Urbex, bon, on en a déjà parlé un peu, mais les gens vont dans des bâtiments abandonnés et ne donnent pas les vrais noms. Ils utilisent souvent des pseudonymes pour ne pas révéler la location exacte du lieu d'urbex. Le nom Poséidon est celui-là qui avait été utilisé. Beaucoup en lien avec le travail de bois de l'escalier. Il y a des créatures mythologiques qui s'y trouvent, donc c'est vraiment ce qui les a charmés. Nous, initialement, c'est comme ça qu'on l'a trouvé, le château Poséidon, et on s'est rendu compte que rapidement, on devait envoyer un signal à la communauté urbex que le château n'est plus abandonné et que ça serait bien de ne pas se réveiller un matin avec quelqu'un qui prend des photos dans notre maison. Donc, on a dit, si on adopte le nom de Château Poséidon et qu'en ligne, il y a une présence et qu'on voit immédiatement sur les réseaux sociaux quand on commence à aller sur Google, ça, c'est un déterrant. Un autre volet, c'est que le château de la Borde est un nom utilisé dans la région de l'Indre, de la Sologne, de Loir-et-Cher pour désigner beaucoup de châteaux. Mais on parle ici de 5-6 dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, dont un qui est un hôtel 5 étoiles, qu'on aimerait bien rivaliser un jour, mais on n'est pas là. On n'est pas là. Et si on regarde Château Poséidon, il n'y en a qu'un en France maintenant sur Google et c'est le nôtre. Donc, il y avait un élément important pour nous, différenciateur au niveau marketing et business. Donc, ça a beaucoup joué là-dedans. Ouais. Puis, c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait utiliser pour… Et aussi, il y a beaucoup de choses reliées à la mer à l'intérieur. Donc, on a montré sur l'escalier, donc cet escalier en bois qui est sculpté avec le visage de Poséidon, avec les espèces de monstres marins autour. Excusez-moi. Avec les monstres marins autour. Et puis, on a aussi découvert qu'un des anciens propriétaires, lui, sa tombe, qui est au Père-Lachaise à Paris, a ces mêmes monstres marins sculptés en bronze sur sa tombe. Exactement les mêmes qui sont sur la balustrade, la bannière, comment on appelle ça? Le pilastre. Le pilastre des escaliers. Ouais.
Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup ça. Il y avait peut-être une relation à la mer, on ne sait pas trop. Et puis après ça, évidemment, il y a toutes les coquilles Saint-Jacques qui sont à l'extérieur, sur la surface. J'ai dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai aussi. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Dans l'épisode, j'ai dit que c'est un château de style néo-gothique. C'est un château de style néo-renaissance avec un escalier néo-gothique. Donc, Mhm. il y a une petite différence là-dedans. Mais oui, l'extérieur est plutôt néo-renaissance, mais l'intérieur, donc l'escalier, est plutôt néo-gothique. Voilà. Mhm. Exact, exact, exact. Bonne précision. J'en profite juste là pour partager rapidement, avant qu'on pose peut-être une dernière question, mais je vais partager dans le chat, donc pour ceux, et je vois qu'il y en a qui l'ont déjà fait sans même qu'on le partage, ceux qui veulent suivre euh, Tom et Damien, je partage le lien pour la chaîne YouTube. Ça, c'est le premier lien. Donc, c'est en anglais, hein, il faut être un minimum anglophone, mais vous avez le sous-titrage automatique en français si vous voulez. Et ensuite, il y a aussi Instagram. Je le partage ici. Et comme ça, vous avez les deux. Vous pouvez cliquer, suivez. Ça donne toujours un coup de boost. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des gens supplémentaires qui nous suivent. Je sais de quoi je parle. Alors, n'hésitez pas à le faire. Encore une question plus historique. Peut-être vous n'avez pas la réponse. Mais est-ce que vous savez si le château il a été utilisé pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale ou endommagé ou occupé pendant cette période assez sombre de l'histoire de France? La seule chose qu'on sait, c'est que la France occupée s'arrêtait à Chabris, qui est à 5 minutes du château. Mhm. Donc, c'est possible qu'il ne se soit jamais rendu jusqu'au château, mais c'était vraiment à 5 minutes de voiture. Donc, la lisière était très, très près, mais le château n'a pas été abîmé de ce qu'on sait, en fait, et puis n'a pas été occupé non plus. En tout cas, pas de ce qu'on a entendu. Hier soir, un voisin me dit avoir trouvé des obus américains dans la forêt quand il faisait le Ah ouais? nettoyage. Ouais, mais ça, bon, on parle de ça il y a plusieurs années, mais ouais, c'est tout. Je pense que le château en tant que tel n'a pas fait partie, mais la région était limitrophe au lieu de guerre, donc ça devait être ouais, engagé. D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, parfait. Merci, merci beaucoup, messieurs, pour votre temps et bravo pour votre projet qu'on va essayer de suivre, hein. Si j'ai l'occasion de revenir vous voir et que vous m'invitez, je serai ravi de le faire quand il y a des étapes majeures du château. Et Évidemment. je remercie évidemment tous les participants, tous ceux qui ont posé des questions. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre Damien et Tom sur Instagram et sur YouTube. Et puis, je remercie évidemment Damien et Tom de m'avoir accueilli en avant-première pour cette vidéo. Et je vous laisse la parole pour conclure cette émission et à très bientôt pour la suite. C'est à vous, messieurs. Ben, on vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux ce soir pour regarder cette vidéo et puis nous poser toutes ces questions. Désolé si on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On va avoir YouTube, Instagram et on va cette semaine avoir un Patreon. Donc, vous êtes les premiers qui le saviez parce qu'on ne l'a pas dit encore. Mais on vous annonce ça, donc c'est quelque chose qu'on va faire. On va pouvoir connecter beaucoup plus un à un avec tout le monde, répondre vraiment à tous les commentaires, peut-être aussi avoir des appels éventuellement et beaucoup d'autres choses. Donc, on va annoncer ça sur YouTube et Instagram à la fin de la semaine. Bravo, très bonne idée. À bientôt. Merci, messieurs. Au revoir. Bon été. Au revoir.